Nous voici arrivés au terme de ce cours d'introduction à la philosophie politique. Tout au long de celui-ci, j'ai essayé d'expliquer comment le libéralisme politique a pu devenir la tradition philosophique dominante, tant sur le plan académique que dans nos institutions et dans les débats politiques contemporains. Aujourd'hui, la plupart des partis politiques s'inspirent fondamentalement du libéralisme, même s'il y a des tensions internes au sein de ceux-ci, qui s'expliquent d'ailleurs parfois par des références philosophiques différentes, par des mutations plus ou moins assumées ou au contraire contestées en interne de ces partis politiques, mais aussi comment cette domination du libéralisme politique invite à en faire l'objet de critiques multiples, l'objet d'importantes contestations. Mais justement, si le libéralisme politique a réussi à s'imposer au cours des 2 derniers siècles comme étant donc de plus en plus la philosophie politique dominante, c'est précisément parce qu'il a réussi à faire preuve d'une capacité d'auto-transformation face aux principales critiques qui lui étaient adressées. Auto-transformation qui à chaque fois été l'occasion de divisions en interne de la tradition libérale, et qui explique qu'au sein même de cette tradition libérale, il peut y avoir des positions extrêmement différentes, tant sur les questions politiques, sociales ou culturelles. Rapidement, je vais réesquisser le fil, le conducteur de ce cours et cette auto-transformation progressive du libéralisme à travers l'extension des droits fondamentaux. Puisque dès l'origine, j'ai envie de dire, le libéralisme politique a mis au cœur de sa réflexion cette idée fondamentale que le rôle de l'État était d'assurer la protection des droits fondamentaux des individus. À commencer par ce qu'on pourrait appeler les droits physiques, pour résumer, l'essence le plus symbolique, sans doute ce double droit d'une part à l'intégrité physique, à la propriété de son corps, au fait de ne pas donc pouvoir être soumis à des violences physiques et certainement pas au meurtre, mais également le droit à l'intégrité de ses biens, donc le droit de propriété. Mais dès l'origine de cette modernité politique qui émerge avec les grandes déclarations, que ce soit au niveau de la Révolution américaine ou de la Révolution française, dès l'origine, en fait, la pensée politique moderne trouve une double inspiration, à la fois libérale et d'autre part républicaine. C'est pourquoi on va retrouver d'emblée, à côté de ces droits physiques, des droits intellectuels et des droits politiques, comme le droit de vote, mais surtout la liberté de conscience, la liberté de penser, etc., pour constituer ce qu'on appelle aujourd'hui la première génération des droits fondamentaux, mais qui sont donc d'emblée marqués par une double inspiration libérale et républicaine. D'ailleurs, Tocqueville a tout de suite souligné, thématisé cette tension interne à la modernité politique en mettant en évidence que si le libéralisme politique ne faisait pas suffisamment attention aux conditions politiques de sa propre préservation, s'il n'intégrait donc pas dans son corpus de base les droits politiques, il risquait fortement de ne pas être à la hauteur de son ambition. En effet, si l'État doit être le garant des droits fondamentaux, si sa fonction doit se limiter au respect des droits fondamentaux, il est indispensable que cet État soit contrôlé, et le contrôle ne peut s'exercer que notamment à travers les droits politiques des individus. Et donc, face à cette critique républicaine, le libéralisme a d'emblée intégré en son sein la dimension politique, et c'est pourquoi on va dire que ce qui constitue le cœur de cette tradition est le cadre du libéralisme démocratique qui fonde notre démocratie libérale. Vous voyez comme les termes reviennent, libéralisme démocratique et démocratie libérale dans lesquelles nous vivons maintenant. Alors, je reviendrai sur la question de savoir si cette intégration des droits politiques suffit. On peut évidemment le questionner. Mais poursuivons simplement d'abord cette logique d'auto-transformation en nous intéressant au milieu du 19e siècle à la question socio-économique qui arrive à l'avant-scène. Et donc il ne s'agit plus simplement de questionner le libéralisme sur sa capacité à préserver les conditions politiques de son objectif, à s'assurer que les conditions sociopolitiques de la liberté des individus, du fait de pouvoir vivre en conformité avec ces droits fondamentaux, est-ce qu'il s'agit aussi de s'intéresser aux conditions socio-économiques. En particulier, la critique marxiste va mettre en évidence que si les droits libéraux ne sont que des droits formels, que des droits garantis par la loi, mais qu'on ne s'intéresse pas aux conditions
de réalisation effective de ces droits. Si par exemple on donne le droit de propriété à quelqu'un, mais que les inégalités socio-économiques sont telles qu'un individu peut à peine survivre, peut à peine acheter de quoi manger et nourrir les siens lorsqu'il travaille, eh bien, comment est-ce que vous voulez qu'il épargne pour pouvoir devenir propriétaire de quelque chose? Et dès lors, donc la critique socialiste va mettre en évidence comment ces droits fondamentaux, et le droit de propriété en particulier qui est au cœur du libéralisme, va davantage devenir une forme de légitimation des inégalités socio-économiques plutôt que d'être réellement l'affirmation de l'égalité entre les individus, contrairement donc à ce que le libéralisme entendait proclamer. Cette critique socialiste va donc conduire à une nouvelle auto-transformation du libéralisme, à une nouvelle tension interne au libéralisme, entre ceux qui entendront, considéreront qu'il y a une véritable pertinence dans la critique qui est adressée ainsi au libéralisme classique, et donc seront soucieux de compléter les droits fondamentaux en inscrivant au sein de ceux-ci ce qu'on a appelé la deuxième génération des droits fondamentaux, les droits socio-économiques, des droits qui visent donc à garantir à l'individu non seulement la capacité de s'opposer, donc non seulement les droits négatifs, les droits qui permettent de s'opposer à l'autre en disant non, tu ne peux pas prendre ce qui m'appartient, non, tu ne peux pas porter atteinte à mon existence, mais des droits non plus négatifs mais positifs, des droits désormais que l'on appelle créances, parce que grâce à ces droits, un individu peut demander aux autres individus, essentiellement à travers la collectivité, donc et à travers la contribution à la collectivité via l'impôt, de leur fournir une prestation, un revenu de remplacement si l'on est au chômage, une pension lorsqu'on arrive en fin de vie, ou du moins lorsqu'on est trop âgé pour pouvoir continuer à travailler, des soins de santé lorsque l'on tombe malade, par exemple. Et donc, tout le développement de la sécurité sociale, depuis les balbutiements et la critique socialiste du milieu du 19e siècle, et surtout donc tout au cours du 20e siècle, et après la Deuxième Guerre mondiale, là c'est le développement de l'État-providence pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, 30 années de forte croissance au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, forte croissance qui a permis donc d'augmenter les finances publiques, d'augmenter les ressources de l'État et dès lors de financer des prestations sociales, l'État-providence. Donc deuxième génération qui se développe et qui donne naissance au sein du libéralisme, à ce qu'on peut appeler un libéralisme de gauche, un libéralisme social, qui va même devenir relativement hégémonique dans les politiques publiques mises en place à la fin du XXe siècle, lorsque même les partis historiquement socialistes ou travaillistes vont progressivement, de gré ou de force, donc en l'assumant ou de manière contrainte par le contexte de la mondialisation, se transformer, ou en tout cas mettre en œuvre des politiques davantage libérales de gauche que réellement socialistes, se convertir au discours des droits individuels plutôt qu'à celui de la lutte des classes, accepter les privatisations, accepter l'exigence de compétitivité économique, mais en étant convaincu que ce n'est qu'à travers la défense des droits des individus, ce n'est qu'en doublant un rôle actif, donc en doublant le marché d'un rôle actif de l'État à travers des politiques sociales et en particulier des politiques actives qui visent à corriger les imperfections de marché, que le libéralisme sera réellement à la hauteur de son ambition et qu'il pourra garantir une égale liberté des individus et pas simplement un respect formel de droits individuels dont les conditions d'exercice sont fondamentalement différentes d'un individu à l'autre. Troisième dimension que nous avons vue, donc la critique communautarienne qui à son tour va questionner le libéralisme, va lui demander s'il est à même de tenir en compte les conditions cette fois-ci essentiellement socio-culturelles de son objectif, si le libéralisme entend permettre à chaque individu de poursuivre sa propre conception de la vie bonne, si l'ensemble des droits fondamentaux sont en définitive les ressources dont chaque individu dispose pour finalement chercher son bonheur privé en vivant conformément à ses valeurs, conformément à son modèle de vie. Encore faut-il qu'il soit précisément capable de concevoir une conception de la vie bonne, capable de se la constituer, capable
de trouver dans son environnement social des ressources culturelles suffisamment riches pour qu'il puisse constituer son propre jugement, pour qu'il puisse constituer sa conception de la vie bonne et construire son identité. Ce qu'il ne fait pas dans un monologue autistique, mais ce qu'il fait fondamentalement en dialogue avec les autres citoyens, et souvent aussi en s'inscrivant dans des communautés traditionnelles ou pas, mais dans des communautés de pratiques, dans des communautés de valeurs qui vont influencer sa socialisation, qui vont influencer les valeurs auxquelles ils vont croire, parfois par simple reproduction, mais éventuellement aussi de manière critique. Et dès lors, comment est-ce que le libéralisme va être à même de penser l'importance de préserver cet environnement culturel riche? Est-ce que ça doit passer par des droits collectifs? Donc on verra que on a vu que certains libéraux ont été jusque-là et qu'on a pu voir apparaître un libéralisme multiculturel, allant jusqu'à dire que la neutralité de l'État exigeait que celui-ci soit attentif à s'assurer que les conséquences des normes et des lois en vigueur dans la société ne pèsent pas plus lourdement sur certains en cause, en vertu ou en conséquence de leur conception de la vie bonne, et qu'il fallait dès lors éventuellement procéder à des accommodements, à des aménagements, à des adaptations, à de la discrimination positive, afin que les effets des dispositifs réglementaires et des lois en vigueur soient donc égalisés, ne pèsent pas plus lourdement sur les uns ou sur les autres. Pour d'autres libéraux, c'est aller trop loin. On peut penser des droits culturels, mais ces droits culturels doivent rester fondamentalement individuels. Donc la capacité de nouveau du libéralisme d'intégrer en son sein cette critique communautarienne, qui le confronte fondamentalement à ses limites, puisque le libéralisme politique se fonde sur l'idée d'individu, sur l'idée que la société est un ensemble d'individus. Et là, il est confronté à ses limites, puisque la critique communautarienne l'invite à justement réfléchir à cet individu qu'il pense comme premier, réfléchir à la manière dont l'individu se constitue et mettre en évidence que cet individu est fondamentalement un être social et que dès lors, les relations avec les autres, l'inscription dans une communauté est co-originaire de l'affirmation de l'individu. Donc tension interne au sein du libéralisme dans la capacité pour le libéralisme de rendre compte de sa base première, de son principe premier, cette volonté d'assurer la liberté des individus, alors que ces individus sont déjà des êtres sociaux. Voilà, tout au long de ce cours, nous avons donc vu le libéralisme confronté à ces trois grandes autres traditions que sont le républicanisme, le socialisme et le communautarisme, voir comment le libéralisme s'est auto-transformé progressivement pour tenir compte de ces critiques et essayer d'y répondre sans pour autant renoncer à son ambition première. Ça a conduit à cette évolution très importante de ce que sont les droits fondamentaux selon le type de libéralisme auquel les auteurs souhaiteront se référer. Et fondamentalement, d'ailleurs, en même temps que cette extension importante des droits fondamentaux, c'est carrément une transformation de la position de l'État que l'on a pu observer. L'État libéral classique est donc un État qui était essentiellement limité dans son action. L'affirmation des droits fondamentaux était certes ce qui était la finalité de l'État. L'État devait protéger et assurer le respect des droits fondamentaux pour les individus, mais c'était aussi quelque chose qui venait fondamentalement limiter l'État dans son action. Mais progressivement, on le voit notamment à partir du moment où la critique socialiste impose que l'État soit actif, fonde des droits créances, donc des droits qui, pour les individus, leur permettent de réclamer des prestations sociales. On voit que l'État devient de plus en plus actif, jusqu'à donc, éventuellement, suite à la critique communautarienne, devoir mettre en œuvre des politiques de discrimination positive pour compenser les inégalités culturelles. Et donc l'État passe de plus en plus dans un rôle du rôle de simple préservation des droits à un rôle de garant de l'effectivité, de la réalité, de la possibilité de mettre pratiquement en œuvre ces droits fondamentaux pour chaque citoyen. Il va s'intéresser donc de plus en plus à la réalité pratique vécue des individus, aux ressources nécessaires pour qu'ils mettent en œuvre leurs droits, plutôt que d'être un simple garant de respect de droits formels.